Après, il y a quelques bons points, hein, je ne vais pas non plus caricaturer. Il y a toujours dans les American Nightmare, que ce soit le 1, le 2 et le 3, des visions de meurtres hallucinées, impressionnantes, étranges comme ça. Bah, vous vous imaginez une soirée où vous pouvez faire ce que vous voulez, buter n'importe qui. Alors moi, ça me ferait pas spécialement kiffer, mais vous vous imaginez bien le délire de toute puissance que ça peut créer, quoi. Et dans le 1, on avait eu le droit, dans les bandes annonces et tout ça, à des jeunes blonds, enfin j'ai envie de dire des nazis avec des masques blancs, là. Je caricature, mais vous verrez en voyant le film, qui était vraiment impressionnante. Il y avait des plans où c'était très perturbant. C'était d'une violence crasse, mais en même temps ils étaient lisses comme ça, avec leurs cheveux blonds là. C'était très angoissant. Dans le 2, on avait une équipe de jeunes blacks avec des masques, avec des croix dessus. Eux aussi, vraiment inquiétants, angoissants, et le film faisait bien monter le build-up autour d'eux. On sentait vraiment monter la tension, le côté prédateur. Ça fonctionnait vraiment très très bien. Et c'est vraiment dérangeant. Et dans le 3, on a ces fameuses filles à maman sadiques, là, qui débarquent à un moment donné. Alors je spoil un peu, mais je trouve que ça fonctionne très bien visuellement, donc ça dérangera pas. Avec une voiture couverte de guirlandes blanches. C'est un truc complètement fou. Elles ont des masques aussi complètement dingues. Débarquent avec des flingues et tout. Enfin, il y a vraiment des visions de violence et d'exutoire, mais exacerbé et fou. Et vraiment, on rentre vraiment. C'est un des trucs très forts des trois films, c'est de mettre le plaisir du port d'armes américain dans son aspect le plus terrifiant, le plus délirant, le plus immoral, euh, et de vraiment bien le gérer, je trouve, globalement, dans les trois films, parce qu'on a à chaque fois. Là, je donne trois gros exemples, hein, des archétypes, mais dans les trois films, on voit d'autres trucs par des images de radio. Dans le 2, parce qu'on traverse la ville, et puis dans le 3 aussi un peu, on tombe sur des scènes complètement dingues. Je spoile pas, je trouve que c'est vraiment une des forces des trois films, c'est ces images hallucinées qui restent un peu en tête et qui je trouve, sont un meilleur plaidoyer contre les armes ou contre la fascination des armes que le discours du troisième film, j'ai envie de dire, qui est vraiment un discours, un discours comme mal foutu, comme je le disais avant. Et c'est une des forces, une des grandes forces des American Nightmare, c'est qu'ils sont parsemés de ces visions étranges de guérilla urbaine, là. Enfin, c'est assez génial. Et je vous passe les détails, mais à un moment donné, on voit une femme qui est son mari dans la rue. Je vous laisse découvrir ça dans le 3. Il y a aussi à un moment donné des touristes. Enfin, c'est vraiment l'univers, en tout cas, de la purge, de cette fameuse nuit qu'ils appellent la purge, est vraiment très bien développé. James Mangold a vraiment fait un boulot très intéressant pour nourrir, agrandir, densifier cet univers de film en film. Euh, oui, j'ai encore un truc à dire sur ces visions là, donc de meurtre que j'évoquais là. Elles, elles sont souvent fortes et elles font vraiment l'identité des American Nightmare. Il y a vraiment quelque chose de dérangeant, d'étrange. Et là-dessus, ils ont vraiment créé quelque chose à chaque fois, James de Monaco et son équipe. Et là, du coup, c'est des images tellement fortes qui fonctionnent très bien dans le 1 et dans le 2 parce que l'intrigue centrale du 1 et du 2 sont bien maîtrisées, les setup payoffs sont très bons, la mise en place de la tension est très bonne et l'histoire fonctionne très bien. L'histoire principale et les histoires secondaires des personnages fonctionnent très bien, globalement. C'est pas le cas dans ce troisième film. C'est pas le cas. Et du coup, ça devient très très problématique parce que si le scénario et les enjeux principaux sont défaillants, ça pose vraiment problème parce que si tu ajoutes des images comme ça rajoute un côté absurde et bordélique au lieu de participer à l'univers du film. Si l'histoire principale elle tient pas debout clairement, tu peux pas rajouter des visions comme ça en espérant que le film soit ensuite solide. Et c'est dommage, c'est pour ça que ça m'ennuie que les gens ne voient qu'American Nightmare 3, parce que le discours global du 1 et 2, le 3 est bancal, mais avec le 1 et le 2, ça passe mieux. Si on voit que le 3 tout seul, on a vraiment l'impression d'une série B qui pète plus haut que son cul, qui veut se la péter et qui rate complètement la cible et qui en plus se permet d'avoir des délires extrêmement violents, très gratuits, entre guillemets, sous prétexte d'un discours qui en plus force le trait à un moment donné parce qu'il veut retomber sur ses pattes, alors que clairement le film est mal écrit, quoi. Je pense que à cause de ce qui reste en tête d'un film en général, c'est quelques séquences. Ça, c'est mon point de vue. Un film, il marque pas que par sa musique, que par son narration, que par ses personnages. Il marque par ce qui fait la liaison de tout ça, c'est-à-dire les séquences. Il y a une, deux, trois séquences, si on a de la chance, beaucoup plus, euh,
qui font qu'un film nous reste en tête, quoi. Il y a plein de séquences qu'on oublie qui sont pourtant très importantes pour une narration. Il faut qu'on en discute pour s'en souvenir, pour se réchauffer la mémoire. Mais en général, il y a 1, 2, 3 séquences dans un film qui fonctionnent, dont on se souvient vraiment. Et là, vraiment, dans American Nightmare, c'est un vrai problème, ça. Parce que je pense que les séquences qui nous restent en tête, ou les images qui nous restent en tête, c'est essentiellement des péripéties. C'est ou ces visions hallucinées de meurtre, alors que les séquences de l'intrigue principale sont vraiment en dessous, en termes qualitatifs. Elles marquent pas autant. Et là, du coup, on rentre vraiment sur la limite d'American Nightmare. Pour que les American Nightmare fonctionnent, il faut vraiment que l'intrigue principale soit particulièrement solide et bien foutue. Ensuite, on rajoute des éléments, on densifie. Mais comme l'intrigue principale était mal foutue, forcée, caricaturale sur son point de vue sur la politique et la religion, et qu'en plus, elle se permettait d'avoir de vrais problèmes d'écriture pure, c'est pas par des effets de mise en scène, encore une fois, plutôt bien sentis. Hein. James Mangold, il sait bien filmer les combats au corps à corps, c'est pas mal ce qu'il fait. Dans celui-là, c'est un peu en dessous, mais dans le 2, c'était très bien foutu. Les scènes de guérilla urbaine, c'est quelque chose qu'il maîtrise bien. Donc il y a quand même de belles choses à se mettre sous la dent en termes visuels. Mais le film veut dire quelque chose. À cause du 1 et du 2, mais aussi parce que dès le début de American Nightmare 3, il n'y a aucun doute que le discours est politique, quoi. Le film ne se cache pas derrière son étiquette de cinéma de genre, entre guillemets, j'ai envie de dire, je me la joue badass. Non, c'est vraiment... L'univers du film est pris au sérieux et au premier degré, tout le film. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'ironie sur l'univers de la purge. Ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3. Et ce déséquilibre entre les séquences anecdotiques qui sont plus marquantes en termes de mémoire, on s'en souvient mieux que l'intrigue principale, c'est vraiment la preuve que c'est un scénario qui a été, je pense, trop vite écrit, ou plus simplement pas assez écrit, mais comme les American Nightmare sont sortis de manière très rapide, hein, je crois qu'ils sont tous sortis en l'espace de 4-5 ans, même pas, il a peut-être fait un film en 1 an là, je crois qu'American Nightmare 2 date de l'année dernière, si je me gourre pas, donc il est allé très très vite. Faudrait que je mette les dates de sortie aux USA, mais je pense qu'il a eu 1 an et demi pour le faire, ce qui est, quand on a un discours aussi ambitieux, pas beaucoup. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, James de Monaco, il sait raconter de bonnes histoires. American Nightmare 1 et 2 sont vraiment bien. Et en plus, en scène d'action, c'est un mec qui sait bien faire le boulot. Je fais une petite parenthèse sur les personnages avant d'aborder le bilan de ce film. Il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Frank Grillo, qui joue déjà dans le 2 le rôle du soldat, puis qui revient dans celui-ci, dans le 3. Et c'est clair, scénaristiquement, c'est assez anecdotique que ce soit lui qui revienne. C'est d'autant plus décevant. Il y a d'autres personnages qui reviennent comme ça, des précédents, mais je pense pas que c'est grand intérêt qu'ils soient revenus. Et c'était même une des forces, je trouve, d'American Nightmare, qu'ils ne reviennent pas. C'était beaucoup plus intéressant de brasser une histoire large et de pas centraliser de manière un peu héroïsante, facile, l'histoire. On comprend que Frank Grillo soit là, c'est un mec badass, machin. Et c'est un acteur de cinéma de genre que j'aime bien, moi. Je trouve qu'il joue bien le mec de film d'action. Il a quelque chose pour ça, Frank Grillo. C'est un peu mon kiff, ce type-là. Mais j'ai envie de dire... dans les films de genre. Mais j'ai envie de dire, c'est de l'éorisation qui, encore une fois, n'a pas grand intérêt. Surtout dans l'univers d'American Nightmare. Bref, là, il n'y a aucun doute. Hein. Après, je suis obligé de faire une parenthèse dans la parenthèse, ou plutôt de fermer la parenthèse sur Frank Grillo pour en ouvrir une autre. C'est que le budget d'un film se fait beaucoup sur son casting. Dans American Nightmare, il y avait Ethan Hawke, il y avait Lena Headey qui venait de... Qui au moment, je pense, du tournage, venait de finir la saison 2 de Game of Thrones, donc qui commençait à être vraiment connue, puisqu'elle joue Cersei Lannister dans Game of Thrones. Donc, c'était un casting un peu plus high level, quoi, un peu plus élevé, et ça permet d'avoir plus d'argent. Ethan Hawke, c'est un nom qui fait venir des gens au cinéma, surtout aux États-Unis. Peut-être moins en Europe maintenant, mais aux États-Unis, beaucoup. Il n'est pas dans le 2. Dans le 2, c'était Frank Grillo, entre guillemets, le personnage plus ou moins central, même si je trouve que le film était très bien équilibré et que justement, il faisait pas l'erreur de se concentrer trop sur un personnage. Alors que dans le 3, le 3 est tellement mal écrit que j'ai envie de dire que ça aurait été bien qu'il se concentre que sur un personnage. Mais bon, c'est pas une critique viable parce que c'est l'identité aussi des American Nightmare d'avoir plusieurs personnages à suivre en même temps. Mais en l'occurrence, que ce soit Ethan Hawke, vous le connaissez, j'imagine, vous en avez entendu parler, vous l'avez au moins vu du coin de l'œil. Frank Grillo, je suis même pas sûr que vous connaissiez son nom, que ça vous intéresse, quoi.
C'est un mec qui a une petite carrière sympathique, il a joué dans 2 Captain America, machin, mais je veux dire, vraiment, c'est un acteur de série B, à proprement parler. Il fait des séries télé, notamment une série qui s'appelle Kingdom, qui est assez intéressante, que je vous recommande si vous avez l'occasion. Mais voilà, c'est un acteur de série B, donc c'est pas un mec sur qui on va mettre beaucoup de budget. Et le fait qu'il soit dans le 2 n'est pas un problème en soi, mais le fait qu'il soit de nouveau dans le 3, ça sous-entend que probablement la montée du budget d'American Nightmare a été très délicate. Et que visiblement American Nightmare 3, James de Monaco tenait absolument à le faire et que ça a été compliqué. Enfin, c'est des indices qui trompent pas, hein, quand on veut faire des suites et qu'on n'arrive pas à avoir des acteurs, j'ai envie de dire, de première division ou classe A, c'est une indication sur la difficulté à monter le budget d'un film. C'est pour ça, encore une fois, qu'American Nightmare 2, en plus d'être vraiment un bon film dont on sent pas les limites de moyens, bah voilà, c'est un excellent film parce qu'on non seulement il est très bien foutu, mais on sent pas la limite de moyens. Alors que clairement, il y avait moins d'argent que sur le premier, rien que parce qu'il y avait Ethan Hawke dedans. Et Lena Headey en l'occurrence. Donc je ferme la parenthèse, mais ça budgétairement, ça peut s'expliquer que Frank Grillo était encore là pour le 3, dans le troisième, donc dans American Nightmare 3. Mais ça dit aussi la difficulté de le réintroduire correctement dans l'histoire, et ça, c'est mal fait. Il faut le dire, c'est mal fait. C'est pas assez central, c'est pas assez déterminant, il faut avoir vu le 2 pour que ça te parle. Enfin, il y a vraiment un problème global dans American Nightmare 3 qui part du principe qu'on a vu le 1 et le 2, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est un film qui a été mal distribué. Enfin, il y a des naïvetés dans la gestion globale du projet par James de Monaco. Ce que j'essaie de dire par là, et décidément, je des parenthèses, vous commencez à me connaître. Décidément, il faudrait que je fasse une émission qui s'appelle J'ouvre une parenthèse, ce serait plus simple. Mais grosso modo, un réalisateur, notamment anglo-saxon qui travaille aux États-Unis, il doit avoir conscience de tous ces éléments-là. Si je prends tel acteur, j'aurai plus d'argent, mais est-ce qu'en termes d'écriture, ça va fonctionner? Si je prends tel, j'aurai moins d'argent, je serai peut-être un peu plus libre créativement, mais est-ce que ça va fonctionner si c'est une suite de quelque chose? Comment il va être distribué avec ce type d'argent? C'est des questions vraiment intéressantes, surtout quand on a un discours politique. Si le film est très très mal distribué, mais qu'on a dit quelque chose de radical et de fort artistiquement, on peut espérer que les festivals un peu radicaux vont le distribuer, que dans le monde, le discours va être reçu parce qu'on l'a eu à 100%. Mais en même temps, ça limite tellement les moyens, et une fiction, c'est tellement cher, que en plus, comme là, c'est le troisième d'une trilogie, il doit monter d'un degré en termes de profondeur, de richesse. Moi, j'aurais pas eu de problème, par exemple, que American Nightmare 3 soit essentiellement un home invasion et qu'on ait plus de guérilla, mais visiblement, James de Monaco voulait un peu faire bigger and larger, puisque c'est un petit peu la tendance dans le cinéma de genre, quand on a un film qui marche, notamment un premier film, et qu'on veut faire des suites, en général, on essaie de faire en sorte que les suites soient un peu plus costauds, un peu plus mouse, quoi. Que ça envoie de l'action, des explosions, machin, qu'il y ait plus de personnages éventuellement, enfin, on complexifie l'intrigue et tout et tout. Je pense pas que ce soit forcément une bonne manière de faire quand on a des moyens aussi limités que James de Monaco. James de Monaco a fait ce choix-là. Bon, il s'en est pas sorti dans le troisième, mais je peux comprendre qu'il ait eu envie de tenter, parce que dans le 2, il y était arrivé. Donc tout ça pour dire, c'est des choses qu'il faut devancer, et je trouve qu'il l'a pas forcément bien devancé. Enfin, c'est un film qui arrive peut-être, je pourrais résumer en disant que c'est peut-être un film qui est arrivé trop tôt, et qui n'a pas eu le temps de s'écrire, d'arriver à maturation.